Je vous rappelle qu'à l'issue de ces tables rondes, nous nous retrouvons au cimetière d'Arménie pour un temps d'hommage à Claude Guyot à ses compagnons de résistance. Question, j'imagine. Jean-François. Oui, j'aurais une question sur l'épuration. Est-ce qu'il y avait des critères pour les comités pour dire, ben voilà, cette personne, on souhaite qu'elle passe devant la justice? Quels étaient les critères? Est-ce qu'il y avait une grille? Est-ce qu'elle était commune à l'ensemble du territoire? Est-ce qu'elle était Avant la libération, le GPRF, le gouvernement président de la République française, établit toute une liste en fait de critères qui font que les gens sont des collaborateurs. C'est en gros l'appartenance au parti collaborationniste. C'est globalement ça, appartenance au Parti populaire français, etc. Il y a toute une grille de liste. Après, c'est des enquêtes. Après, c'est des enquêtes. Oui, après, c'est des enquêtes. C'est en même temps que vous avez ces grilles, vous appliquez une grille. Hein. C'est pour ça que vous retrouvez dans les archives des listes en fait, de militants PPF Côte d'Orient, militants de la Ligue française, et à partir de ces listes, ils arrêtent. À côté de ça, il y a des enquêtes qui sont menées. Les arrestations se basent surtout finalement sur ce critère-là de soutien, d'appartenance à des partis collaborationnistes. Après, finalement, j'ai la sensation qu'on est presque sur du cas par cas. Oui. Surtout en ruralité, dans les communes rurales, etc., où on va soupçonner un voisin parce qu'il a vendu 3 moutons. On n'est pas tout à fait dans le même rapport et dans les mêmes critères non plus, je pense, en fonction des situations. Ils avaient des critères de base où ils ciblaient vraiment la collaboration en tant que telle. Par exemple, pour rebondir sur ce que dit, effectivement, c'est très au cas par cas. Vous retrouvez, si vous avez vu dans le document qui a montré Aronier, c'est à un moment donné, c'était mis dénonciation signée. Je demande à ce que les dénonciations soient signées, parce qu'il y a une dénonciation non signée. Et vous retrouvez par exemple un tel, on met une enquête sur un tel parce qu'il a parlé à 2 officiers allemands. Sa réponse est oui, j'ai donné l'argent. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, si vous voulez, je ne prends pas de jugement. Mais ça peut être simplement ça. Et donc c'est pour ça que les enquêtes sont longues aussi. Parce que du coup, et après il y a le paramètre de la gendarmerie qui connaît tout le monde. Donc comment ça se déploie localement, c'est très compliqué à savoir. Mais par exemple, on voit bien, par exemple, le commissaire de la République, vous avez des attentats en Côte d'Or, au plastique qui ne font pas de mort, hein, mais contre des commerçants qui ont fait des profits un peu trop importants du côté de Montbard, Châtillon, je ne sais pas s'il y avait la bref, un petit peu partout, quelques attentats au plastique. Commissaire de la République, mais c'est quand même un scandale qu'on ne trouve personne. On ne trouve pas les responsables. Bon, vous pensez que localement, ils avaient mis. Mais il le dit clairement, je veux que la police trouve. Mais ils ne trouvent pas. Vous avez dit dans vos exposés qu'à partir du printemps 1945, il y avait un effacement progressif du CDL en faveur des partis politiques traditionnels qui ressurgissaient et qui reprenaient naturellement les rênes. Alors, cette éclipse des partis politiques entre 1940 et 1945, bien entendu, elle est due à l'occupation et à la guerre, mais est-ce que cela signifie, au regard de l'historien, qu'il y a eu une césure entre la classe politique traditionnelle et les forces qui étaient dans le Conseil national de la résistance et ensuite au niveau local dans les CDL? Est-ce qu'il y a eu vraiment... qu'est-ce qui explique cet effacement? Est-ce que c'est lié à cela ou est-ce que ce n'est pas le cas? Voilà. Une partie des résistants avec une militance politique, c'est le cas de Guyot par exemple, mais ce n'est pas le seul, comme ça. Quand on dit que le CDL s'efface au profit des partis, c'est vraiment la forme du parti. C'est-à-dire que la lutte politique partisane classique des temps de paix revient en force à partir de 1945. Lorsque vous prenez la composition du CDL, elle est aux 3/4 politique est composée de gens qui ont une expérience militante, alors politique ou syndicale avant la guerre, que ce soit pour la Côte d'Or ou la Saône-et-Loire, que je connais mieux. Voilà. Mais c'est l'étiquette de résistant qui, à ce moment-là, subsume l'étiquette politique. À partir de mars, avril 1945, à partir des élections, c'est le jeu politique classique qui reprend avec une concurrence exacerbée à gauche entre le TCF et la SFIO,
Les radicaux étant beaucoup plus facile parce qu'une partie a suivi la LAN. Quant à l'extrême droite, elle n'existe plus dans les urnes politiques à ce moment-là. Et le gaullisme s'avérant une force neuve récupère la place qu'occupait avant-guerre le PSF. En Côte d'Or, c'est plutôt les indépendants. Les indépendants, oui. Moi, je parle pour la Saône-et-Loire. C'est des affaires de frontières, je tiens de la terre. C'est juste un point sur cette question, effectivement, des partis pluralistes. Dans la résistance, il y a un discours très fort anti-parti. Parce qu'il y a un discours très fort anti-parti, parce que les partis sont représentants de la Troisième République qui a failli. Les élites de la Troisième République qui ont failli, qui ont amené la défaite. Et donc il y a un discours très fort anti-parti. C'est pas un hasard si Claude Guillot, d'ailleurs, entre parenthèses, est candidat Union démocratique et socialiste de la résistance pour la SFIO. Autrement dit, l'UDSR, c'est les plus attachés à la résistance dans le milieu socialiste. C'est-à-dire qu'ils mettent en avant d'abord la résistance et après leur appartenance socialiste. À ce moment-là, juste en 44-45, l'UDSR, c'est vraiment très court. Et la composition du CDL est quand même très marquée politiquement. Je pense à Marcel Roclor, dont on a parlé tout à l'heure, qui est indépendant. Avant la guerre, il est au Parti agraire des paysans français. C'est en gros un parti très très à droite, très à droite, hein, et très implanté d'ailleurs. Entre parenthèses. Le fond de ma question était celui de la permanence des leaders politiques dans les différents courants politiques des partis d'avant-guerre et leur résurgence en 1945. C'est un peu plus compliqué. Du côté de la gauche, vous avez Blum qui revient, qui a été emprisonné par les Allemands, qui est déporté et emprisonné, qui revient, et qui va avoir une grande aura morale, ce qui n'a pas empêché de faire le convent en 1947 contre Guy Mollet. Du côté communiste, c'est Maurice Thorez, Qui revient de l'Union soviétique. La droite se reconstitue totalement sur de nouveaux leaders. On voit ici, avec Kir par exemple, qui avant-guerre n'est pas un perso, c'est un propagandiste de droite très dur, mais ce n'est pas spécialement un homme politique très implanté. Mais avec la guerre, on voit ici marqué l'empreinte. À droite, vous avez un vrai renouvellement, à part Roger Duchesne, qui vient du camp radical, autour de Kir, de Lal, des Roclor, d'Albert Lal, qui est également des indépendants agriculteurs. Là, on a un vrai renouvellement. Pour les socialistes, c'est moins net ici. On retrouve quand même pas mal de figures d'avant-guerre, mais qui sont des figures résistantes. Ce sont des figures résistantes. Du côté communiste que je connais moins. Je ne suis pas sûr qu'il soit puissant avant, enfin qu'il soit très présent avant-guerre. Mais à vérifier. Je ne suis pas un grand spécialiste du PC. Après, ça montre aussi que le poids politique ne s'est malgré tout jamais complètement éteint. C'est-à-dire que la Seconde Guerre mondiale, l'occupation a certes effectivement accentué cette idée un peu anti-parti parce qu'on ne veut plus de cette image de la Troisième République, mais ce n'est pas pour autant non plus que la politique n'est pas présente. Et finalement, cette espèce de duel aussi avec le communisme, il est très révélateur de ça. C'est que même au moment où les mouvements de résistance se développent et que la résistance se structure, on a quand même ce combat un peu presque déjà idéologique aussi avec le communisme et qui révèle déjà finalement ce jeu des partis qui est toujours présent. C'est juste qu'il est évidemment très modifié et très atténué parce que la priorité c'est la libération du territoire et c'est la victoire des Alliés. Mais au fond, moi j'ai cette sensation que cette lutte des partis, elle ne s'arrête jamais complètement. Et finalement, à les élections municipales, c'est la porte ouverte à ok, c'est bon, on peut repartir comme avant. Enfin, en tout cas. Si je peux me permettre, est-ce que c'est pas aussi un peu le fait que si en ville les choses pouvaient être extrêmement politisées, dans nos régions ici, on ne sait pas parfaitement que le mouvement de résistance, à ma connaissance, il n'avait pas d'étiquette politique. Le maquis Bayard, le maquis plus, enfin, il y a des gens qui avaient quand même une connotation de gauche, mais qui, à mon sens, était tout à fait indépendant. Il est évident que les maquis ne se sont pas forcément constitués en fonction d'une étiquette politique. Ça, c'est sûr. Parce que c'était pas l'objectif. Après, il peut y avoir des influences. C'était pas des gens qui étaient engagés politiquement. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas une tendance, c'est pas ça. Mais il n'était pas
C'est nous qui convient loyauté, mais engagé par C'est justement l'échec en fait d'une partie de la résistance, c'est que justement cet esprit de la résistance est un peu transpartisan. Il y a des amicales de FFI qui se constituent, des amicales de maquis, etc., mais qui n'ont pas d'autre impact qu'associatif. C'est-à-dire qu'ils n'influent finalement relativement peu, effectivement, dans la vie politique. On voit les notables reprendre leur place. Notable, c'est pas péjoratif chez nous. On voit les notables reprendre leur place. Je dirais qu'elles n'hésitent pas. Alors certains disparaissent quand même. Certains disparaissent, sont mis de côté. Et oui, il y a un échec de la résistance, en fait, à refonder des choses à partir des mouvements de résistance, très clairement. Est-ce que vous avez, les uns ou les autres, une explication possible de la présence d'une antenne du réseau Alliance? Elle a existé, c'est sûr. Et le pourquoi de cette présence du réseau Alliance? Non. Alors, on n'est pas spécialisé à la résistance. Pardon? Pour la résistance, on n'est pas les grands spécialistes. Je travaille sur l'épuration, la libération, le CEDEL, on est plutôt sur cette période-là. Non, je ne sais pas du tout. Non. Moi, je travaille sur la Saône-et-Loire et le Jura, et on a la fin de la limite de la Bresse jurassienne et de la Bresse de Saône-et-Loire. On a comme ça un horloger qui a dirigé une partie de l'horloge, tout le monde échappe, mais ça va nous revenir, et qui était vraiment une tête de pont pour les réseaux anglais. Et il y en avait eu ici. Hein. Voilà, et c'est, en fait, on a discuté qui en avait fait son histoire, c'est en fait lié au camaraderie de 14-18. Et en fait, les Anglais se sont occupés de l'exploitation des tranchées et des connaissances qu'ils avaient fait en 17-18 pour, à partir de 40-41, essayer de remettre contact avec des gens qu'ils avaient vu au cours des banquets à l'entre-deux-guerres, dont ils savaient qu'ils partageaient les mêmes idées. C'est comme ça que ces réseaux se sont structurés. C'est-à-dire qu'il faudrait faire la biographie des personnages connus, du réseau Alliance ici, pour éventuellement trouver les pourquoi du comment. C'est souvent des affaires d'hommes. C'est très. Là, on voit la résistance comme des réseaux structurés à niveau national. Il faut comprendre qu'en 40-41, jusqu'à 42, quand ça se met en place, on ne peut pas faire confiance aux voisins, donc ça se met en place petit à petit, et c'est vraiment des affaires de rencontres et d'hommes. Et dès que ça se structure, à partir de 42, même les réseaux ont plus ou moins une petite coloration politique du fait de leur leader. Alors que Libération Nord, Libération Sud, c'est plutôt socialiste, ce qui ne veut pas dire qu'on retrouve dans Libération que des socialistes, mais loin de là. Et ça, c'est déjà, quand la résistance s'est structurée, c'est celle qu'on a en tête. Et le moment où elle se structure, c'est vraiment des affaires de rencontre, des affaires d'hommes, et des parcours qui s'enracinent plutôt dans l'entre-deux-guerres, voire, pour l'entre-deux-guerres, c'est très clair, pour le Nord-Rhin, alors que les tranchées nord-rhinaises sont différentes dans les maquis les unes des autres. Simplement parce que certaines ont été faites par des Anglais, et d'autres par des Français. Et alors, quand on cherche, c'est juste parce que les maquisards, les plus anciens, qui avaient exploité les tranchées, avaient servi avec des Anglais sur le front de la Somme ou avaient servi dans les armées françaises. C'est deux logiques de tranchées différentes. Et ça, c'est l'archéo qui a permis après aux historiens de remonter les chiffres et d'essayer de comprendre pourquoi il y avait deux modèles de tranchées. La structuration des résistances, c'est la même chose. Si vous dites qu'il faut une connaissance extrêmement fine de la biographie de ces œuvres, là, on se heurtait à une double difficulté. La première, c'est l'expérience de la clandestinité, il y a un peu de trace. Second, c'est que l'essentiel des archives était protégé et mis par dérogation, même quand on est un universitaire. Alors, c'est plus facile quand on est un universitaire d'aller consulter les archives, mais pour le dossier individuel, il faut donner un nom. Quand on n'a pas le nom, le dossier nous reste inconnu. C'est comme ça qu'on peut passer. Donc pour le réseau Alliance, malheureusement, oui, au sujet du réseau Alliance, il s'organise assez rapidement. Mais en même temps, parce qu'il a des contacts, enfin, les agents du réseau Alliance ont des contacts avec les Britanniques. De Gaulle n'aime pas le réseau Alliance. Ce n'est que plus tard que Alliance va faire, pas soumission, mais c'est-à-dire un lien. Oui, les gens de Gaulle même en un petit peu trop fort, ils restent indépendants pendant très longtemps. Et le réseau Alliance, au départ, a déjà des postes émetteurs pour pouvoir communiquer, alors que Alliance
l'état-major de Gaulle, mais avec l'état-major britannique. Hein. Alors, il y a un livre, certainement, que beaucoup de gens connaissent, c'est celui qui a été écrit par Marie-Madeleine Foucault, L'Arche de Noé. Elle était un agent important du réseau. Hein. Mais récemment, il est sorti un autre ouvrage, alors je n'ai pas le nom de l'auteur en tête en ce moment, mais qui traite du réseau Alliance. Hein. C'est un ouvrage de qualité, il est sorti il y a peut-être quelques mois, moins d'un an en tout cas, et il est bien documenté. Hein. Et je pense que les auteurs ont utilisé les archives. Alors pour le réseau Alliance, si on va voir la liste des agents, c'est pas compliqué, parce que à la Libération, on fait le point A pour avoir les homologations. Et il y a des dossiers collectifs qui sont ouverts pour qu'on ait la liste de différents agents. Ce dossier collectif, il est conservé à Vincennes, SHD, c'est 17P, je crois, hein, la série. Les GR17P. Hein. Donc les dossiers collectifs, vous avez la liste, et puis ensuite, il suffit avec la liste, on a les noms, on a souvent les dates de naissance, pas toujours. Hein, parce que c'est une façon de protéger. On peut avoir l'information sur la date de naissance, on n'aura pas la commune. Protection. Enfin, on peut toujours tenter la chance, mais maintenant, avec les moyens qu'on a avec Internet, on peut avoir facilement les dates de naissance et les dates de décès. Donc, si vous n'avez pas attention, vous tapez INSEE, décès, ça va très vite. Ah voilà, pour Alliance, c'est ce que je peux dire comme ça rapidement. Hein. Donc, Alliance, c'est l'horloger belge. Et même les Anglais, parce que, en fait, les Anglais ont cherché après-guerre à lui remettre l'ordre, je ne sais plus comment ça s'appelle, la résistance du britannique. Ils ne sont jamais arrivés de son vivant, quoi qu'il est mort fin des années 70, cet horloger. Ils ne sont jamais arrivés à l'identifier tellement il avait su se fabriquer des identités clandestines. Et en fait, ces héritiers recherchés en France n'ont jamais trouvé. Et c'est au hasard qu'ils recherchent sur ce réseau en Grande-Bretagne. Ils ont trouvé. Donc là, c'est le jeu, c'est à partir du moment où vous tirez la pelote tout bien, mais avant c'est une aiguille dans une botte. C'est difficile. Là, en fait, je pense que on voit dans les travaux, je travaille sur le réseau Alliance, je ne connais pas, mais les archives se sont totalement ouvertes depuis 2015. Il y a une génération, assez d'étudiants qui travaillent dessus, mais il y a une génération d'étudiants quand même qui travaillent dessus. Et on voit des analyses prosopographiques, des fichiers Excel se monter, et on voit comme ça les réseaux se reconstituer. Parce qu'un mouvement de résistance, c'est plus facile à repérer un maquis qu'un réseau de surcroît. Et là, c'est ce que disent les collègues, moi, qui n'étant pas, c'est Guillaume Pollack, peut-être qu'il défend son travail par ailleurs. Et voilà, donc en croisant petit à petit dans les archives, je pense qu'on va avoir un nouveau souffle sur l'histoire de la résistance, une fois que toutes ces thèses vont arriver à terme, un peu comme ce qui s'est passé pour 14-18, pour les 80 ans, donc en 98, l'État a financé des thèses de l'eau, et ça a donné un formidable souffle pour l'historiographie de la Grande Guerre, qui a fait des progrès phénoménaux dans les 20 ans qu'on suit, et le centenaire a sanctifié ça. Dans 20 ans, on dira peut-être plus clair si on est encore sous nous. J'ai vaincu dans le style. Une petite information au sujet des réseaux. Il y a une législation qui sont en place à la Libération. Hein. Peut-être que certains historiens, des facs de lettres qui négligent ça, mais ne le trouvent pas. Et les historiens du roi s'y intéressent. À la Libération, il y a une législation qui sont en place pour homologuer les services, pour octroyer les pensions, etc. Alors, pour les réseaux FFC, c'est au chef de réseau de faire la liste de ses agents. Il reste la liste. Alors, il peut en oublier, il y a des réseaux, il y a beaucoup de déportés, il y a beaucoup d'alias, c'est compliqué. Je vois, par exemple, moi je suis intéressé au BOA en Côte d'Or. Michel Pichard, qui s'occupe du BOA pour le nord de la France, ne peut pas dresser toute la liste, et c'est pas possible même pour la Côte d'Or ou pour Bourgogne. Donc il va déléguer à des gens qu'il a connus, par exemple à Dijon, il va déléguer au parfumeur Charles Grasse de dresser la liste des agents du BOA de Dijon, de la région, de la Côte d'Or, et puis il y a d'autres encore. Donc ça, c'est une obligation légale qui pèse sur le chef du réseau, l'élémentant. Et cette liste, elle est ensuite homologuée par le ministère de la Défense, parce que c'est un statut de combattant, parce que ça donne lieu à des grades, parce que ça donne lieu à des pensions.
Et il va falloir peut-être attendre aussi le 8 mai 45 et les semaines et les mois qui ont suivi pour savoir qui sont ces gens, qui sont les victimes. Vous voyez, ça prend du temps aussi pour les luttes dont on parlait tout à l'heure. Hein. La guerre, elle ne s'arrête pas en septembre 1944. La guerre, elle dure jusqu'au mois de mai. Puis ensuite, il faut qu'ils reviennent, il faut qu'ils reprennent des forces, qu'ils reprennent leur tête, etc. C'est très très compliqué pour arriver à nommer des gens qui sont des tortionnaires. C'est pour ça que les tribunaux ont mis un certain temps pour juger. Hein, et puis on met en place aussi des commissions départementales ou régionales, ou plutôt régionales, de recherche de crimes de guerre civile. Aux archives de la Côte d'Or, on a les archives. Tout ce qui est parti de la Bourgogne et de la Franche-Comté en direction du ministère, tout ça c'est conservé aux archives de la Côte d'Or. Et c'est riche d'enseignements. D'ailleurs, sur le fonctionnement des camps, on peut travailler de façon très intéressante là-dessus. Et puis je vais dire autre chose aussi. Oui, alors donc ça c'est pour les chefs de réseau, c'est une obligation qui pèse sur eux de déclarer. Mais pour ce qui est des mouvements, c'est beaucoup plus compliqué parce que si on octroie le statut de résistant à quelqu'un qui était dans un mouvement, on a 30 millions de résistants en France. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Donc, on va réserver l'homologation à ceux qui ont été arrêtés, à ceux qui ont été déportés, puis à d'autres qui sont vraiment capables d'apporter la preuve qu'ils se sont engagés. Hein, quand on a distribué des tracts pendant quelques temps, et qu'on n'a jamais été arrêté, qu'on devient lieutenant, sous-lieutenant. Et puis alors la troisième catégorie, donc ça c'était pour les mouvements, et la troisième catégorie c'est pour les FFI. Alors les FFI, juridiquement, c'est à partir de janvier-février 44 qu'ils existent, avant on n'en parle pas, une force française de l'intérieur. Ça permet de rassembler toutes les forces françaises de l'intérieur. Et pour les FFI, pour les maquis, donc, c'est aux intéressés eux-mêmes, individuellement, de constituer le dossier en apportant des preuves, des témoignages. Alors certains disent, oh ben moi non, j'ai fait la guerre, j'ai fait ce que j'avais à faire, je n'ai pas fait pour avoir des dossiers, donc je n'en ai pas un dossier. Et là on a beaucoup de trous, comme on a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas fait grand-chose, et puis qui voudraient bien avoir des statuts, etc. Vous voyez. Alors, on peut accorder, je pense, assez de confiance pour les réseaux, pour les mouvements, à ceux qui ont été déportés, et là on a aussi des éléments probants, pour les FFI. Alors après, même quand De Gaulle arrive au pouvoir, il met en place une commission de révision des titres. Et on retrouve à Vincennes, par exemple, des titres qui sont rejetés parce que on avait trompé l'administration française, vous voyez. Ça c'est ma pratique de chercheur historique, voilà. Alors, je me permets juste, à l'issue de la cérémonie, il y aura un vin d'honneur qui sera peut-être l'occasion de nous retrouver, d'échanger et d'aller plus loin dans la réflexion et dans les échanges. Je vais laisser la parole à M. Jacques Perrault, conservateur général honoraire du patrimoine, qui est membre correspondant de l'Institut Otique de l'Académie des sciences morales et politiques et ancien directeur du musée de l'armée, qui va donc conclure. Une question sur la nomination de Claude Guyot à la présidence de ce... Comment c'est vraiment réalisé C'est la grande question. J'avoue que j'ai pas forcément plus de précision que ça. En fait, je pense que ça s'est décidé durant leur première réunion. Alors, il y avait peut-être eu quelques pourparlers préalables, mais j'avoue que j'ai pas... Ça s'est probablement discuté un peu en amont. Je pense qu'il y a eu un refus que ce soit un communiste qui soit en fait, il fallait déjà effectivement faire barrage au communisme parce qu'il pressentait, ou il avait peur que le communisme prenne déjà la main sur la vie politique, et en tout cas déjà la vie résistante et après la vie politique. Mais après, comment ça lui a été proposé à lui directement, ça j'ai pas l'information précise. Comment ? Oui, voilà. En tout cas, merci à nos trois communicants qui ont été présents.
Et je crois que la journée n'est pas terminée. Nous allons nous retrouver pour une autre manière de parler de Claude Guillot et Jean Saton. Merci beaucoup, Jacques, pour cette intervention. Donc, nous nous retrouverons au cimetière à 17h pour une cérémonie d'hommage à Claude Guyot avec les élèves du collège Claude Guyot d'Arnay-le-Duc, puisque Claude Guyot il ne faut pas toujours parler de Claude Guyot. Merci monsieur le maire de l'avoir rappelé hier, le 8 mai. Il faut parler aussi de ceux qui ont fait la résistance dans cette ville, il faut les associer. Et Claude Guyot n'aurait pas supporté que, ça c'est ma grand-mère qui l'a dit, qu'on lui érige une statue. L'essentiel, c'est que cette association, ce que nous portons, les valeurs que Claude Guyot portait, ce soit une association qui porte la mémoire de la résistance et de tous ces hommes et ces femmes. Et on oublie bien souvent d'associer les femmes qui étaient dans la résistance. Tous ces gens, et bien aujourd'hui, on puisse mettre un nom, un prénom, un âge, peut-être une adresse, comme on peut grâce aux plaques qui sont sur les maisons de nos villages, associer des faits aussi à ces actes de résistance et surtout ne jamais, jamais oublier tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont fait que la France puisse être un jour libre. Voilà. Merci beaucoup et rendez-vous au cimetière.